Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur le plateau de Smart Impact, l'émission qui œuvre tous les jours pour que business, transition écologique et responsabilité sociétale des entreprises aillent de pair. Nouvelle démonstration aujourd'hui avec l'invité de notre émission, c'est Gaëlle Levu, la directrice RSE d'Orange, qui lance un programme de recyclage et de reconditionnement des mobiles. Notre débat RSE du jour abordera la question de la raison d'être, comment la faire vivre dans son contexte de crise économique et sanitaire. Est-ce que c'est vraiment le bon moment? Et puis la start-up du jour dans Smart Ideas, on va découvrir ensemble Bicard. C'est une application pour tout simplement remplacer les bonnes vieilles cartes de visite en papier. Voilà, 3 thèmes au menu. Comme chaque jour, c'est Smart Impact et c'est tout de suite. Et donc avec nous Gaëlle Levu, qui est la directrice RSE d'Orange. Avec nous malheureusement uniquement par téléphone. Voilà, c'est les délices du confinement et des liaisons techniques qui parfois nous plantent. Ça arrive. Bonjour à vous. Vous venez de communiquer sur un nouvel engagement d'économie circulaire, un programme qui s'appelle RE comme recyclage, reprise et reconditionnement des téléphones mobiles. Votre objectif, c'est quoi? C'est une sensibilisation du grand public. C'est peut-être ça le plus important? Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Oui, c'est une prise de conscience. Ce qu'on cherche à faire, c'est que tout le monde se rende compte qu'un téléphone, une fois qu'on ne l'utilise plus, peut encore donner, peut avoir une seconde vie, et que donc le geste de ramener dans nos boutiques, de le mettre dans des conteneurs de recyclage, c'est un bon geste pour la planète. Et donc on souhaite faire cette pédagogie auprès de nos clients et des Français en général. On va reprendre les 3 RE, si vous voulez bien. D'abord, le recyclage. Qu'est-ce que vous mettez en place? Alors, sur le recyclage, c'est ce qu'on appelle un peu la collecte citoyenne. Le principe, c'est d'aller effectivement récupérer des téléphones que les Français vont déposer dans des bacs de recyclage. Ça fait à peu près 10 ans qu'on a travaillé une filière de recyclage complète en France. On l'a mis en place avec notre partenaire Emmaüs International. Et voilà, depuis 10 ans en France, Orange France, c'est à peu près 8 millions de téléphones que nous avons collectés. Alors c'est beaucoup et en même temps c'est pas assez. Il y en a encore énormément dans les tiroirs des Français. On estime ça à peu près à 100 millions de téléphones qui dormiraient comme ça dans les tiroirs. Et donc une fois qu'on récupère ces téléphones, ils vont être traités. Alors on travaille avec les ateliers du bocage. Il faut aussi avoir en tête que 25 000 téléphones recyclés comme ça, c'est un emploi solidaire qui est maintenu. Donc c'est aussi de l'emploi, c'est aussi de la solidarité derrière ça. Donc ce recyclage, il est fait avec les ateliers du bocage. On va regarder l'état du téléphone et soit ce téléphone peut avoir une seconde vie en tant que téléphone et donc il sera revendu, réutilisé, soit il est vraiment en fin de vie en tant que téléphone et dans ce cas-là, il va partir vers des usines qui vont être capables d'en extraire les métaux rares, d'en extraire le plastique, voilà, et du coup, au moins de donner une seconde vie à ces éléments constitutifs du téléphone. L'offre Orange reprise, c'est quoi exactement? Ça s'adresse là aussi à vos clients. J'ai été très surpris par ce chiffre. Orange, c'est 253 millions de clients dans le monde. Donc c'est dire l'impact que vous pouvez avoir avec une opération comme celle-là. L'offre Orange reprise, c'est quoi? Alors la reprise, là le principe c'est vraiment on va dire un gagnant-gagnant pour le client, c'est-à-dire qu'il vient dans une boutique, on va estimer son téléphone, on va voir un peu comme les voitures, il y a un Argus qui permet de voir à combien on estime son téléphone et on va quelque part lui racheter son téléphone. Donc il va repartir avec un bon d'achat qu'il peut utiliser tout de suite, où il a plusieurs semaines pour l'utiliser. Et donc l'intérêt, c'est qu'à la fois pour lui, c'est un bon plan économique et en ce moment, je pense qu'on a besoin d'avoir des bons plans économiques pour beaucoup de monde. Et de l'autre côté, nous, ça nous permet de collecter ces fameux téléphones et de leur donner une seconde vie. Donc c'est du gagnant-gagnant, effectivement, des deux côtés. Et puis il y a aussi le de reconditionnement, là aussi un chiffre ou plutôt un objectif que vous affichez, l'objectif de 10% du volume de vos ventes en reconditionné d'ici à 2025. 2025, c'est dans très peu de temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourra, ou peut-être qu'on peut déjà d'ailleurs, acheter des téléphones de seconde main chez Orange? Oui, donc on peut déjà.
On avait commencé à le faire sur nos plateformes digitales, donc sur la boutique en ligne. Et là, ce qui est nouveau, c'est que depuis le début du mois d'octobre, on va pouvoir acheter des téléphones reconditionnés dans nos boutiques. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé un appel d'offres en France parce que la difficulté sur ce marché du reconditionné, c'est de se sourcer, c'est-à-dire de récupérer des téléphones reconditionnés de bonne qualité. On a mis en place un cahier des charges très exigeant avec plus de 35 points de contrôle technique sur le téléphone. On a demandé à ce qu'il soit réinitialisé, c'est-à-dire que l'ensemble des datas sont bien enlevées. On met des accessoires neufs dans le packaging du téléphone. On a travaillé les batteries aussi. On sait que c'est un élément important sur le téléphone. Donc on a demandé aux entreprises qui nous sourcent d'avoir des batteries qui sont au minimum à 80% de la charge de leur capacité initiale. Et puis, on a ajouté une garantie d'1 an. Donc tout ça nous permet aujourd'hui d'être suffisamment confiants sur la qualité des téléphones reconditionnés que l'on propose à nos clients pour pouvoir le mettre dans nos boutiques. Et donc on a formé nos vendeurs, effectivement, à mettre en avant le reconditionné. Et ça permet effectivement aussi à nouveau pour certaines personnes d'avoir accès à des smartphones de meilleure qualité, mais à un prix quand même beaucoup plus doux. Mais quand vous affichez là, cet objectif de 10% en 2025, aujourd'hui vous êtes à combien? C'est du 1%, on est à 2%? 2-3%, ouais. Avec le digital. Et donc oui, pour nous, c'est vraiment une transformation. On a mis du merchandising en dur dans nos boutiques pour vous dire à quel point on investit dans la durée. C'est-à-dire qu'on va avoir un endroit dans nos boutiques qui sera dédié à l'ensemble de ce programme RE, où les clients, et ça aussi c'est la force je pense d'Orange d'avoir des points comme ça, des points de vente un peu partout sur le territoire, c'est-à-dire qu'on pourra voir le téléphone reconditionné qu'on achète, et pour certaines personnes c'est une réassurance d'être sûr d'acheter quelque chose en bon état. Il y a aussi dans vos engagements, j'ai noté d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2040. Alors franchement, bravo, enfin, j'adore les engagements, mais comment vous allez faire? Parce qu'avec l'explosion des données sur les réseaux, je ne sais pas comment vous allez réussir à atteindre cette neutralité carbone. Alors, on a effectivement pris cet engagement avec un point de passage à 2025. Et entre maintenant et 2025, on est en train vraiment de se focaliser sur nos propres émissions. Donc, on a regardé chez Orange, là où on avait un impact en CO2. Donc, c'est à peu près, pour Orange France, c'est 50% le réseau. On a une trentaine de pourcents sur nos déplacements. Vous savez, on a des techniciens qui vont dépanner ou qui installent la fibre partout sur le territoire. Et puis le reste, un petit 20%, c'est le tertiaire, c'est nos bâtiments. Et donc on a des plans d'action sur chacune de ces briques-là. Avec sur le réseau, on travaille évidemment nos data centers. On est en train de limiter le nombre de data centers. On en avait plus d'une quinzaine il y a quelques années. On est en train de revenir à une dizaine et on a comme objectif de finir avec 3 data centers qui seront optimisés d'un point de vue environnemental avec toutes les dernières technologies qui permettent effectivement de limiter la consommation d'énergie de ces data centers. On travaille aussi sur le réseau sur le besoin d'énergie pour transporter 1 giga de data. On a déjà réussi à le réduire par 5, donc diviser par 5 ce besoin-là depuis les dernières années. On continue, la 5G va aider à ça, puisque la 5G est plus performante d'un point de vue environnemental. Donc effectivement, c'est une course contre la montre, parce que d'un côté, nous, on réduit l'impact unitaire et de l'autre côté, le volume augmente. Donc on joue là-dessus et on continue à travailler évidemment sur ce qu'on peut faire nous. On travaille sur les véhicules, ce que je disais, la partie déplacement. Donc là, on va travailler sur des flottes, de véhicules électrifiés. Et puis sur le tertiaire, nos bâtiments aussi, on s'est pris des engagements assez forts pour diminuer l'impact énergétique de nos bâtiments. Merci beaucoup. Il faut voir, juste si je peux rajouter, très vite, c'est que le numérique, c'est effectivement source de CO2, mais c'est surtout source de solutions pour les autres industries en particulier. Et une dernière étude montrait que 1 tonne de CO2 émis par le numérique, c'est 10 tonnes de CO2 évitées sur le reste de la société. Donc voilà, il faudrait qu'on ait une vision globale. Merci beaucoup. Merci Gaëlle Levu. À bientôt en présentiel, comme on dit, sur Bismart. Okay. Allez, tout de suite, on débat autour de la raison d'être. Passe-t-elle au second plan à cause de cette crise économique ?
Comment faire vivre la raison d'être dans ce contexte de crise économique, de crise sanitaire? C'est notre débat du jour avec Agnès Rambaud-Paquin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice du cabinet de conseil des enjeux et des hommes. Et puis avec nous en visioconférence, évidemment, tous les jours des visioconférences sur Bismart et sur toutes les chaînes de télé. Martin Richer, le président de Management et RSE. Bonjour à vous aussi. Vous avez ensemble accompagné une quinzaine d'entreprises de toute taille, de tout secteur, justement pour formuler, pour définir d'une certaine façon leur raison d'être. Est-ce que c'est plus difficile d'aborder cet engagement qu'un engagement stratégique dans une période comme celle que l'on vit depuis malheureusement des mois et des mois? Oui, résolument. C'est plus difficile parce qu'il faut être opportun et pas opportuniste, on va dire. C'est plus difficile parce que dans un grand nombre d'entreprises, la raison d'être a été formulée alors même qu'on n'avait pas vu cette crise sanitaire venir. Je rappelle que même le World Economic Forum de Davos ne l'avait pas forcément prise en compte dans son radar. Et donc certaines raisons d'être aujourd'hui peuvent paraître un petit peu faibles ou un peu décalées, dissonantes dans le contexte. Oui. Donc ça peut sembler logique que ce soit plus compliqué. Est-ce qu'il y a même des entreprises, je vais vous poser la question à tous les deux, Martin, je commence avec vous, Martin Richer, est-ce qu'il y a même des entreprises qui ont renoncé ou qui ont reporté à définir et à communiquer sur leur raison d'être? Oui, bien sûr. Plusieurs entreprises ont considéré que ça n'était pas le moment. C'est exactement ce que vient de dire Agnès. Elles n'ont pas forcément raison parce que l'histoire montre aussi que c'est justement en période de crise, justement quand le bateau tangue, qu'on a besoin d'autant plus d'une direction claire, d'un capitaine qui sait donner le cap. Donc en fait, c'est vraiment une réflexion qu'il faut avoir, que le comité de direction doit avoir ensemble pour bien définir quel est le moment de faire les choses et quel est le meilleur moment pour l'annoncer et le déployer dans l'entreprise. Agnès Rambaud-Paquin, quand vous êtes confronté à une entreprise qui dit « franchement, c'est pas le moment, quoi. On est en pleine galère, on est en pleine crise économique, nous, notre priorité, c'est la santé de nos salariés, la raison d'être, on en parlera plus tard », qu'est-ce que vous leur répondez ? On rebondit un peu sur ce que vient de dire Martin. Je pense qu'on invite aussi nos clients à monter des réunions de type stress test, comme en font les banques sous l'instigation de la Banque mondiale d'ailleurs, en revisitant leur raison d'être à l'aune de la crise et en se demandant si son contenu peut tenir la route. Typiquement, si on a une raison d'être très générale qui promet un avenir radieux ou qui promet de prendre en compte l'employabilité des collaborateurs alors même qu'on sait que l'entreprise va probablement devoir traverser un plan un PSE, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Et donc, du coup, on invite nos clients à monter des réunions spécifiques sur la façon dont la raison d'être peut passer le prisme de la crise. Est-ce que ça oblige les entreprises qui sont dans ce processus de formulation, de définition, à être peut-être plus précises, à aller plus loin dans la démarche? Oui. Alors, résolument, on voit bien qu'une raison d'être, elle ne peut pas se limiter à une phrase. Idéalement, elle est accompagnée d'un manifeste et surtout d'engagements précis. Je pense que cette crise peut être aussi l'occasion pour les entreprises d'approfondir leur raison d'être et de la traduire en engagements très concrets assortis de KPIs et d'éléments de preuve. Martin Richer, cette définition, c'est peut-être l'occasion, vous disiez, il y a une opportunité, c'est dans les crises qu'il faut se redéfinir. C'est peut-être aussi un moyen de... Parce qu'on peut se dire, c'est la mode, l'entreprise à mission, la raison d'être. Vous voyez ce que je veux dire? Un moyen d'aller plus loin. Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a un effet de mode, mais il faut savoir le dépasser. C'est la raison pour laquelle on a créé avec Agnès cette notion de raison d'être transformative, pour bien dire qu'au-delà de la phrase qui claque au vent et qui rassemble, ce qui est important, c'est d'abord et avant tout l'équilibre qu'on construit d'indicateurs, d'actions concrètes, d'engagements qu'on est capable de prendre vis-à-vis de ces parties prenantes. Et ça, si vous voulez, dans une crise, ça rassemble. Peut-être pour donner un exemple concret, parce que c'est toujours bien d'être concret, une des plus belles entreprises qui ait fait ça avec une grande efficacité, c'est Johnson & Johnson, le labo pharmaceutique, qui a depuis 1943, parce que la raison d'être, ça n'est pas d'hier, depuis 1943, depuis 1943, ils ont une phrase qu'ils appellent d'ailleurs le credo, ça montre à quel point ils y croient, qui est une phrase très empathique vis-à-vis du monde de l'hôpital, des infirmières, du monde des médecins, du monde des patients. Eh bien, à toutes les étapes du confinement, du déconfinement, du reconfinement, qui a été très douloureux aux États-Unis,
le CEO de Johnson & Johnson s'est constamment référé à cette phrase, à cette raison d'être, pour expliquer toutes les initiatives qu'ils mettaient en œuvre. Par exemple, ils se sont lancés dans la fabrication de respirateurs pour soulager les hôpitaux américains. Donc vous voyez, c'est aussi une façon, en s'appuyant sur sa raison d'être ou sur sa mission pour les entreprises qui ont décidé d'aller un cran plus loin, c'est aussi une façon d'être très concret et de montrer finalement, d'architecturer sa démarche et sa stratégie. Mais ça c'est intéressant, Martin Richer, je reste avec vous parce que on en a déjà débattu ici même, mais ça suppose que cette raison d'être, elle soit en cohérence avec l'histoire de l'entreprise. Ce que vous décrivez là, Johnson & Johnson, finalement c'est une continuité. Absolument, mais c'est bien ce qu'on demande à une raison d'être, qui est de faire le pont entre les racines historiques de l'entreprise, c'est-à-dire les intentions initiales du créateur, qui souvent se sont un peu évaporées, se sont un peu perdues sous la sédimentation des différentes couches managériales. Voilà, c'est le pont entre ce passé historique de l'entreprise et le futur désirable, ce vers quoi on veut emmener le corps social et l'ensemble des parties prenantes, nos partenaires, nos fournisseurs, nos clients, nos investisseurs. Donc ce pont, effectivement, il doit tenir compte de ce qu'on appelle aussi parfois l'ADN de l'entreprise, c'est-à-dire en fait ce qui en fait sa substance, le pourquoi fondamental, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle apporte de fondamental à ses parties prenantes. Alors si je vous pose cette question sur l'histoire, la continuité, l'ADN de l'entreprise, c'est parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde et notamment parfois pour les salariés. Même j'ai cité deux études que vous nous avez fournies pour préparer ce débat. Il y a d'abord votre baromètre des enjeux et des hommes avec Occurrence, et puis il y a aussi une enquête IFOP réalisée pour Nocom, Tikeo Capital et l'ESSEC. Il y a plusieurs chiffres sur la perception des salariés. 19% n'ont jamais entendu parler de la raison d'être. Donc déjà, il y a la question de l'information. 40% ne voient pas bien ce que cela recouvre. 72% des salariés pensent que la raison d'être des entreprises est d'abord de servir les clients et de faire des profits. Donc ça, c'est intéressant. On est d'abord là pour faire du business et gagner de l'argent. 69% pensent que ce n'est qu'une opération de communication. 31% d'entre eux ne croient pas en la sincérité de la démarche. Et là, je m'appuie sur ces deux derniers chiffres, Agnès Rambaud-Paquin, parce que on voit bien qu'il peut y avoir des salariés qui sont confrontés à une entreprise qui est en train de définir sa raison d'être, sa mission, et puis qui se disent bon, c'est de la com, quoi, c'est de la pacotille. Mais je pense que c'est aussi lié au fait que finalement peu de salariés sont réellement associés à l'élaboration de la raison d'être. C'est souvent un exercice souverain dans lequel on va mobiliser un comité de pilotage dédié et puis le COMEX et parfois, et on le souhaite et on le pousse avec Martin, le conseil d'administration. Mais finalement, la presse s'est fait écho de quelques entreprises qui ont largement associé leurs collaborateurs, notamment Orange ou La Poste, le groupe La Poste qui est en cours de consultation. Et là, ça change tout ? Oui, ça change tout parce qu'il y a d'abord de la pédagogie qui est faite en amont pour montrer ce que c'est que cette raison d'être et en quoi elle diffère d'un enjeu purement business. Et puis les collaborateurs se sentent complètement partie prenante de la démarche. Donc ça, c'est une des façons de faire vivre cette raison d'être en interne. L'autre question, on est en plein dedans, c'est comment la rendre audible en période de crise. Ça, c'est peut-être aussi un peu compliqué. Quand il y a déjà, en dehors de cette période de crise, 72% des salariés qui pensent que la raison d'être, c'est d'abord servir ses clients, faire des profits. Comment, en période de crise, dire « mais attendez, non, c'est important la raison d'être ». Quels sont les bons arguments ? Encore une fois, il me semble qu'il faut être plutôt opportun et tourner vers les publics auxquels on va s'adresser et faire preuve d'empathie et de considération. L'exemple qu'on cite souvent, c'est celui de la Maïf, qui avait placé l'attention sincère au cœur de sa raison d'être et qui l'a prouvé en remboursant les polices d'assurance des possesseurs de véhicules qui n'étaient pas sortis de leur garage pendant le premier confinement. Donc il y a une question de communication responsable finalement. Quel est le juste propos à avoir lorsqu'on veut communiquer cette raison d'être à l'externe et ça pose aussi la question du contenu de la raison d'être. On milite souvent pour que la raison d'être s'adresse à l'ensemble des publics. Si on a une raison d'être qui est trop focusée sur ses clients, par exemple, et pas sur ses fournisseurs, on prend le risque d'être dans des situations dans lesquelles on perd le contact avec ses clients en situation de crise. Alors justement, Martin Richer, on va terminer là-dessus. La relation avec les fournisseurs ou avec les sous-traitants, quand une entreprise est en train de définir sa raison d'être, est-ce que c'est parfois compliqué ? C'est-à-dire qu'il faut faire comprendre à des sous-traitants qui vont devoir s'adapter à ces nouveaux engagements ?
Oui, absolument, mais on peut aussi faire des choses pour eux. Si vous voulez, dans le concept de supply chain, il y a cette idée de cohésion. Il y a cette idée du fait que le donneur d'ordre va avoir un rôle relativement protecteur vis-à-vis des entreprises beaucoup plus petites qui sont ses fournisseurs, sachant que son intérêt à long terme, c'est aussi de préserver une base de fournisseurs, d'innover avec elles, etc. Donc on l'a vu avec la crise, avec plusieurs exemples d'entreprises qui, par exemple, se sont investies parce qu'elles ont des moyens de trésorerie que les petites entreprises n'ont pas, eh bien, elles se sont investies pour payer leurs fournisseurs éventuellement en avance par rapport aux échéances des factures qu'elles avaient à honorer vis-à-vis d'eux. Dans d'autres exemples, on a vu des entreprises qui ont ouvert leur recherche et développement pour lancer des projets de co-développement ou des choses vraiment très inédites, comme par exemple ce projet qui a associé plusieurs équipementiers automobiles autour d'Air Liquide pour essayer de fabriquer à toute vitesse des respirateurs à la française pour soulager les hôpitaux au moment où il y avait une tension extrême sur les respirateurs. Donc, vous voyez, la raison d'être, ça peut être aussi une façon de resserrer les liens entre le donneur d'ordre et ses sous-traitants, sachant qu'en France, on a une culture qui est plutôt une culture de confrontation qu'on a justement besoin d'améliorer de ce point de vue-là. Merci beaucoup, merci à tous les deux pour ce débat qui était passionnant encore une fois. Tout de suite, c'est l'heure de Smart Ideas. Vous avez une carte de visite ? La bonne idée du jour, c'est celle de Bogdan Popescu. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Bicard. Quand et comment avez-vous eu l'idée de créer cette application ? Bicard, c'est l'acronyme de Business EcoCard. Donc c'est une carte de visite électronique et écologique. L'idée est très simple. Ça, c'est l'ennemi, la carte de visite classique. Ouais. Donc on a tous un smartphone. Et donc l'idée, c'est d'utiliser le smartphone comme carte de visite électronique et donc de faire par un petit swipe l'échange de données de contact. Ça, vous l'avez lancé quand, ce service ? On a lancé le service il y a environ un mois. Ouais, L'idée c'est tout jeune. Ouais. L'idée était de le lancer au mois de mars, mais on a été effectivement retardé par la crise sanitaire. D'accord. C'est vrai que notre réflexe à tous, quand on nous donne une carte de visite, aujourd'hui, c'est de prendre le téléphone portable et de rentrer les coordonnées, le numéro dans son téléphone. Qu'est-ce que ça change là ? Comment ça fonctionne, votre application ? Déjà, cette carte de visite, c'est l'ennemi. Pourquoi ? À cause du nombre de cartes de visite qui sont imprimées. Le marché est tellement vaste qu'on n'a même pas une estimation correcte. Alors moi j'ai trouvé des chiffres, vous allez me dire si je suis loin de l'arrêter, c'est une source c'est Crédit d'enquête qui dit ça, 27 millions de cartes imprimées chaque jour dans le monde, 10 milliards chaque année. Alors ça, ce sont les chiffres pour les États-Unis seulement. Seulement pour les États-Unis. Seulement pour les États-Unis, ah oui, d'accord. exactement. Je crois que c'était mondial ça. Pour les États-Unis. Et donc je me suis amusé à calculer, ça fait 20 fois la circonférence de la Terre. Alors on pourrait me dire, c'est le prix à payer pour faire du business. Mais au bout d'une semaine, 90% des cartes sont jetées. Donc, ça montre qu'effectivement, c'est un acte qui est plutôt inutile. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour la partie visible de l'iceberg ? Qu'est-ce qu'on en fait avec la carte de visite quand on la garde ? On saisit l'information avec les risques d'erreur, de saisie. On peut utiliser des applications qui s'appellent ScanCard, qui transfère l'information de la carte de visite papier vers une base de données. Mais là aussi, il y a des erreurs, parce que la technologie n'est pas 100% fiable. Et ensuite, ce support est un support statique. Il y a des événements qui interviennent dans la vie des entreprises. Des changements d'adresse, des changements de logo, d'identité, des personnes qui changent les entreprises. Or ça ne reflète pas du tout la vie des entreprises et des individus. Mais alors, j'ai bien compris la logique, mais ce que je cherche à saisir, c'est comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il faut forcément qu'on soit très nombreux à télécharger cette application pour que ça fonctionne. Sinon, alors, je vais m'adresser à personne. Heureusement, on peut effectivement utiliser l'application Bicard avec des personnes qui n'ont pas l'application. On va utiliser en mode dégradé, donc on transfère les informations de base, on perd le graphisme, la photo, le logo, mais on transfère au moins les informations de base, ce qui est très important. Et ensuite,
Oui, l'aventure du téléphone, au début, il était tout seul et ensuite, ça s'est propagé. Oui. Donc, on peut très bien imaginer. Alors, vous avez l'application, imaginons que je la télécharge. Comment on va fonctionner l'un avec l'autre? Quel service vous proposez en plus? Parce que effectivement, il y a un certain nombre de services qui sont très orientés business. Donc, la première chose, c'est que pour s'identifier, on va échanger un bicode, par exemple ABC12. Oui. Et donc, avec ce bicode, ensuite, je vais faire un swipe sur mon téléphone et dans les secondes qui suivent, vous allez recevoir ma bicard sur votre smartphone avec ma photo et le logo de mon entreprise. Okay. Et les services supplémentaires sont par exemple la probabilité du business. C'est une donnée qu'on a conçue et développée. Donc, bicard n'est pas seulement une carte en soi, c'est aussi un avant-poste CRM. Donc, l'objectif, c'est d'automatiser les échanges de données de contact et de permettre ensuite de quantifier la probabilité du business. Donc, par exemple, je rencontre M. Dupont dans une conférence, il n'y a pas grand-chose à faire. On va mettre 0. Ouais. Je rencontre Madame Durand et là, on se rend compte que la probabilité de business est plus importante. Je vais marquer 50%, 75%. Okay. Et ensuite, on va faire un tri. On va exporter vers Excel. On fait un tri sur la probabilité de business. On va se concentrer sur les clients et les prospects les plus intéressants. On a tous, je pense, en tête des retours de salons professionnels assez douloureux où on revient avec une cinquantaine de cartes. On ne sait plus trop avec lesquels ça a vraiment fonctionné, avec qui on va pouvoir faire du business. Exactement. D'accord. Si on a toutes ces informations capturées d'une manière électronique, sans aucune erreur, bien sûr, puisque c'est le principe du swipe, et avec la probabilité de business, ça veut dire qu'on va pouvoir se concentrer sur les prospects les plus intéressants. Vous êtes aussi, on va terminer là-dessus, partenaire de l'association Reforest Action. En quoi consiste cet engagement? Alors, bicard est effectivement une application green, une application écologique. Pourquoi? Parce que l'application est hébergée sur des serveurs qui sont alimentés à 100% par de l'énergie renouvelable et de l'hydroélectricité. Donc, effectivement, à travers ce serveur, nous avons un partenariat avec Reforest Action et donc nous contribuons effectivement à l'action de reforestation en plantant des arbres. Vous plantez les arbres. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci Bogdan Popescu et à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. N'oubliez pas notre édition spéciale consacrée aux résultats de l'élection américaine. C'est à partir de 12h30, évidemment. C'est en direct. C'est avec Grégoire Favet. Je vous dis à demain.